Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle Les Visiteurs du Soir, Roxane Amery, spécialiste de l'histoire culturelle du cinéma, présente ses travaux sur les liens entre jeunesse et cinéma. Bienvenue à la Bibliothèque nationale de France. Nous sommes le Centre national de la littérature pour la jeunesse, mais nous aimons bien élargir notre périmètre et essayer justement parfois de faire des pas de côté pour aller voir un petit peu plus généralement sur les objets culturels de l'enfance et les pratiques culturelles au sens large, parce que c'est l'univers de la jeunesse qui nous intéresse de façon la plus large possible. Donc c'est pour ça que nous sommes heureux d'accueillir Roxane Amery ce soir, qui est professeure d'histoire du cinéma à l'université Rennes 2. Et donc ce soir, nous allons parler un petit peu plus de cinéma en lien avec le public jeunesse. Merci beaucoup d'être parmi nous. Merci à vous d'être présents et merci à Virginie et à toute l'équipe du CNLJ de m'avoir conviée à faire cette conférence. Alors, dans un premier temps, je vais revenir sur mes recherches en guise de préambule afin de vous présenter rapidement mes centres d'intérêt en tant que chercheuse en cinéma. Puis, très rapidement, je resserrerai mon propos sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Je peux commencer par dire que mes travaux s'ancrent dans le domaine de ce qu'on appelle l'histoire culturelle du cinéma. Je m'intéresse notamment à l'étude des conditions sociales de réception des films et plus particulièrement aux relations entre le cinéma et la jeunesse. Alors, pourquoi la jeunesse ? Quel intérêt y a-t-il à s'intéresser aux relations entre le cinéma et la jeunesse ? Eh bien, la jeunesse a constitué pendant longtemps la part du public la plus fidèle dans les cinémas. Il n'est d'ailleurs qu'à penser à la crise suscitée par la fermeture des salles pendant le Covid et l'expansion de l'offre de films en VOD ou sur les plateformes pour comprendre à quel point la perte du jeune public est jugée grave par l'industrie, tous secteurs confondus, depuis la production jusqu'à l'exploitation. Or, ce lien entre jeunesse et cinéma est très ancien, comme nous allons le voir. Les éducateurs, et j'entendrai par là tous ceux dont la profession les conduit à s'occuper des jeunes, par exemple les professeurs sur le temps scolaire ou périscolaire et les animateurs sur le temps des loisirs, donc ces éducateurs l'ont compris depuis longtemps. Il leur incombe d'avoir mis en place des dispositifs d'éducation au cinéma qui trouvent leur origine dans une posture le plus souvent défensive, consistant à proposer des films dûment sélectionnés pour répondre aux besoins, en tout cas aux besoins supposés de la jeunesse, et détourner le jeune public des films jugés malsains ou des films jugés inadaptés. Entre séduction et protection, il existe donc une histoire complexe des relations entre la jeunesse et le cinéma, qui met en jeu des acteurs multiples. Les jeunes eux-mêmes, bien sûr, mais aussi les industriels du cinéma, les éducateurs dont je viens d'en parler, et d'autres professions chargées de la protection de la jeunesse, les magistrats et les juges notamment. Dans un ouvrage de 2017 intitulé « Ténèbres empoisonnées, cinéma, jeunesse et délinquance juvénile de la libération aux années 60 », je m'étais justement intéressée aux thèses qui ont eu cours dans le milieu de la justice des mineurs, postulant qu'il existait une influence du cinéma sur les conduites, que celui-ci pouvait avoir une part de responsabilité dans le passage à l'acte des mineurs tombés dans la délinquance. Par exemple, des jeunes garçons commettant des vols à la manière des gangsters de cinéma, ou des jeunes femmes devenues libertines sous l'influence aussi des héroïnes et des vampes du cinéma. Cet ouvrage, consacré à ce que l'on peut appeler aussi les thèses du cinéma criminogène, m'avait conduite à m'intéresser aux antidotes imaginés et préconisés par le monde de la justice et de l'éducation pour limiter cette influence jugée négative du cinéma. Et j'avais donc, dans cette recherche, commencé à me pencher sur l'histoire de certains dispositifs éducatifs comme les ciné-clubs, sur lesquels je reviendrai assez abondamment aujourd'hui. Mais ce n'était là qu'une toute petite partie des relations existant entre jeunesse et cinéma, et je dirais la face la plus sombre de cette histoire. Après cet ouvrage, donc consacré à cette question des liens entre la justice des mineurs et le cinéma, il m'a semblé important de prolonger mes recherches en adoptant une focale plus large pour montrer que si certains dispositifs sont bel et bien nés d'une recherche de protection de la jeunesse, on pouvait résumer à cela tous les dispositifs éducatifs. Je me suis donc mise en quête de sources,
de traces relatives à l'histoire des premiers dispositifs de ce qu'on peut appeler l'encadrement du loisir cinématographique adapté aux jeunes. Les ciné-clubs y occupent une place centrale, mais cette histoire a aussi rapidement révélé que d'autres associations, et puis j'en parlerai également, des exploitants de salles aussi, ont pu jouer un rôle important. Je vous propose donc de revenir aujourd'hui sur l'histoire des séances cinématographiques organisées spécifiquement pour la jeunesse, pour en comprendre les grandes étapes et les enjeux principaux. Je vais suivre une trame simple, une trame chronologique qui nous permettra de comprendre dans quel contexte sont nées ces premières expériences de projection spécialisée, comment elles se sont développées et comment elles se sont affinées. Mais vous le verrez, mon intervention sera surtout l'occasion de mettre en lumière l'importance d'une période qui court de l'après-Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 70. Cette période correspond à un moment de développement particulièrement fort des actions en faveur de l'organisation de séances cinématographiques pour les jeunes, jusqu'à la veille des dispositifs d'éducation au cinéma qui émergeront dans les années 80 grâce au CNC. Alors, première diapositive, je passe à mon introduction, que j'ai intitulée « Le cinéma et l'enfance, les enfants au cinéma, première séance ». Dans les années 1900 et 1910, les premiers spectateurs de cinéma qui ont témoigné de leur expérience ont très largement confirmé l'idée que les enfants ont d'emblée constitué un public fidèle des projections lumineuses. Ce que montre très bien ce photogramme, issu d'un film de Léonce Perret de 1913, qui représente donc l'intérieur d'une salle de cinéma et qui est ici reproduit en couverture d'un ouvrage consacré à l'essor du spectacle cinématographique. Cette présence importante des enfants dans les salles suscite très vite des réactions chez les éducateurs et chez les acteurs de la justice notamment. Il convient donc d'exposer ce contexte avant d'en venir aux dispositifs d'encadrement cinématographique eux-mêmes, car leur émergence se présentera comme une réponse aux problématiques soulevées par ce nouveau phénomène médiatique. Alors, donc différentes problématiques à soulever. Premièrement, une problématique qu'on peut qualifier de prophylactique. Le succès du cinéma auprès des enfants et des jeunes rend très tôt inévitable l'émergence de problématiques de contrôle et de censure. La fréquentation des salles est jugée nocive à double titre. À Paris, par exemple, les salles se développent de façon importante à partir de 1907 et surtout après 1911, où les cinémas de quartier deviennent de plus en plus nombreux. Avec le nombre des salles, c'est aussi le public qui croît, dont les jeunes spectateurs évidemment. Le cinéma est un loisir bon marché qui se développe dans les quartiers populaires. Très vite, les salles sont désignées, alors très vite, dès les années 10, les salles sont désignées comme des lieux de mauvaise fréquentation, des lieux de promiscuité, ce qui n'est pas faux, comme en témoignent les rapports de police dans les années 10. Je ne vais pas détailler ce plan-là, mais on a de nombreuses preuves. Mais les programmes des salles, au-delà de la fréquentation de la salle elle-même, les programmes inquiètent aussi très vite et l'influence des mauvaises images est déjà pointée du doigt. Parallèlement donc à ce phénomène de multiplication des salles, de nouveaux genres apparaissent. Je vous ai mis quelques images ici. Donc peut-être pour le micro, je vais préciser. Photogramme des vampires de Louis Feuillade, de Bandits en automobile de Victorin Jasset et Les vampires et Fantomas de Louis Feuillade. Donc des films commencent à mettre en scène les exploits de gangsters réels ou imaginaires et suscitent un phénomène de médiatisation de la violence que des juges comme des avocats commencent déjà à dénoncer. La presse, puis le cinéma, se rendent coupables d'héroïser les figures de criminels. Du point de vue des experts, c'est donc un mécanisme pervers qui est en train de se mettre en place. À partir de 1910, les projets de loi de réforme de la justice se prêtent régulièrement à des débats sur l'interdiction de la publicité faite aux crimes réels, mais aussi à la représentation des crimes imaginaires. Ces discussions mettent en évidence l'importance de la question prophylactique, qui émerge donc très tôt, se prolongeant encore aujourd'hui. Le débat n'est pas du tout fini.
Aujourd'hui, en effet, malgré des systèmes de contrôle qui sont apparus, on entend régulièrement dans le débat public des craintes qui s'expriment sur l'influence supposée du cinéma sur les comportements délictuels des jeunes. Alors, quels sont les dispositifs qui ont été pourtant mis en place? Une commission de contrôle du cinéma, commission de censure, commission de contrôle, l'établissement des visas aussi pour vérifier les films qui sont diffusés sur le territoire. Et puis ce que l'on connaît tous, donc le critère des seuils d'âge qui vise à interdire certains films à certaines catégories du public. Donc les séances organisées font partie à l'origine de tout cet arsenal de précautions qui est pris pour protéger la jeunesse. Deuxième élément de mon introduction, après la problématique prophylactique, une problématique d'organisation des loisirs. La naissance du cinéma à la fin du XIXe siècle et sa diffusion rapide dans la société interviennent en plein cœur du phénomène de ce que Alain Corbin et ses collaborateurs dans un ouvrage célèbre ont appelé l'avènement des loisirs. Dans un but de préservation mais aussi d'éducation, l'organisation des loisirs devient une priorité pour les élites qui entendent œuvrer pour ordonner le temps libre dont dispose désormais la population ouvrière, mais aussi la jeunesse. Dans cette optique, l'insertion des images animées dans l'offre de loisirs organisée est donc largement assimilée à une œuvre de préservation. Alors, je vous ai mis 2 images ici. Cette œuvre de préservation est souvent du ressort d'associations et de groupements dont les histoires sont maintenant assez bien connues, qu'il s'agisse de patronage des salles catholiques ou patronage laïque. Et là, je vous ai mis donc deux images, donc la cinémathèque du pâté-bébiste catholique et les documents scolaires et post-scolaires, donc bulletin du cinéma éducateur, c'est, on va dire, pour le dire vite, un organisme lié à la Ligue de l'enseignement. L'enjeu est double pour ces cercles. Il s'agit d'offrir aux enfants et aux jeunes un cinéma sain et éducatif, mais le cinéma est également un instrument de fidélisation aux activités de ces cercles. À partir des années 20 surtout, le loisir récréatif est un terrain de concurrence au sein duquel le cinéma occupe une place de choix. Il s'agit de faire ce que on pourrait dire faire d'une pierre deux coups, éloigner les jeunes des salles qui proposent des programmes moralement contestables, tout en profitant de leur goût pour le cinéma pour gagner des adhérents. La logique suppose une programmation, des choix de programmation assez délicats. Il faut proposer des films suffisamment attractifs pour séduire les jeunes et les détourner des salles commerciales, sans toutefois se compromettre soi-même dans ces activités associatives qui doivent rester saines et morales. Troisième point de mon introduction, la problématique culturelle. Si la problématique prophylactique et la question des loisirs organisés sont profondément liées, il convient de dissocier la problématique culturelle qui intervient plus tardivement. Il faut en effet que la présence du cinéma se soit généralisée dans les cercles et groupements éducatifs pour que les usages se précisent et s'affinent, à mesure aussi que le cinéma gagne une reconnaissance plus importante auprès des intellectuels. On le sait, la légitimation du cinéma comme art est un mouvement lent et le principe même d'une culture cinématographique pour la jeunesse pose des problèmes tout à fait spécifiques. Vous avez ici 2 couvertures de revues qui sont parmi les premières revues de cinéma, donc des revues, on peut dire, critiques et intellectuelles, des revues savantes. C'est donc dans les années 20 qui voit la naissance des premiers mouvements cinéphiliques de légitimation du cinéma comme art, qu'émerge précisément la notion de culture cinématographique qui participe à la constitution d'un patrimoine cinématographique et avec ce patrimoine des systèmes de classification et de hiérarchisation des œuvres. Antoine Debec, dans un ouvrage aujourd'hui qui fait référence, offre une définition éclairante de cette histoire du goût. Je peux le citer. Alors, je le cite. La cinéphilie produit ainsi une contre-culture très particulière. Pour la définir, on peut avancer qu'elle emprunte au cursus honorum universitaire ses critères d'apprentissage, l'érudition, l'accumulation d'un savoir et de jugement, l'écriture et le goût pour le classicisme, et au militantisme politique son engagement, la ferveur et le dévouement, pour les transférer vers un autre univers de référence, l'amour du cinéma. Ouverte
à des formes savantes comme le cinéma d'auteur européen, ou plus populaires, tels que, alors à l'époque, ce qu'on appelle le serial, le film à épisodes, le burlesque, les films comiques, ou plus tard la série B hollywoodienne. La culture cinématographique qui s'institutionnalise dans les cercles cinéphiliques dans les années 20 et plus tard dans les années 50, par la voie de la presse spécialisée, ne ménage cependant qu'une place difficile au jeune public. Les éducateurs qui œuvreront à transmettre le cinéma resteront soumis à une difficulté et à un paradoxe. Bien des films de la culture cinématographique légitimée intéressent plus particulièrement le public adulte. Quant aux films qui sont assimilés aux produits d'une sous-culture et ou qui sont accessibles plus facilement aux plus jeunes, ils ne trouvent leur légitimation qu'à travers le regard expert qui se porte sur eux. Pour le dire autrement, parce que des films d'auteur seraient difficilement accessibles à l'entendement du jeune public, ou parce que le plaisir pris à la vision d'un film appartenant à un genre retenu comme populaire reste douteux s'il n'est pas en contrepartie intellectualisé, l'enfant ne peut être perçu comme un destinataire naturel de la cinéphilie. Quel modèle instituer alors et que transmettre aux enfants et aux jeunes ? Alors je passe à ma première partie après avoir exposé un petit peu les termes du problème. Donc, cette première partie s'intitule « Vers une éducation cinématographique, les ciné-clubs ». Alors, je ne vais pas pouvoir tout passer en revue, disons simplement rapidement que des séances pour enfants sont organisées dès les années 10, elles sont encore timides, mais on en trouve la trace, et elles se développent dans les années 20 et 30 alors ça peut être soit grâce à des exploitants soucieux de répondre aux demandes de moralisation des spectacles formulés par leur clientèle, notamment par les parents, ou aussi grâce au patronage, comme j'ai très rapidement dit tout à l'heure. Donc, faute de temps pour aborder toutes ces premières expériences qui sont très disparates, très différentes les unes des autres et vraiment réparties sur l'ensemble du territoire, j'ai choisi plutôt de commencer ici à détailler le cas particulier d'une femme qui s'appelait Sonika Beau, qui est, dans les années 30, la charismatique fondatrice, programmatrice et animatrice d'un club qui va devenir très connu, qui s'appelle le Club Cendrillon. Et l'activité de ce Club Cendrillon perdurera même jusqu'aux années 80, c'est dire le succès qu'elle a obtenu. Sonika Beau, pour la situer en deux mots, est ukrainienne d'origine, elle se réfugie en France dans les années 20, et elle devient d'abord mannequin avant de se consacrer exclusivement au cinéma. Voilà, vous avez deux photos ici, l'une à droite qui date de sa carrière de mannequin dans les années 20, j'ai mis années 30, c'est peut-être au début des années 30, et l'une à gauche, donc entourée d'enfants dans les années 50. Donc si Sonika Beau est loin d'avoir été la première à programmer des séances pour enfants, elle est indéniablement une figure majeure de cette histoire. Et on verra que cette histoire est aussi assez genrée, puisque les femmes y occupent une place importante, ce qui est finalement assez rare dans l'histoire du cinéma. Les années 20 et 30 ont été donc des années importantes dans l'histoire des débuts des ciné-clubs. De nombreuses associations ont été créées sur Paris dans le but de diffuser des films exclus du circuit commercial en raison de leurs exigences formelles, par exemple des films d'avant-garde, ou pour des raisons politiques, par exemple des films censurés. C'est en 1929 qu'a été créée la Fédération française des ciné-clubs de langue française, présidée par une autre femme, Germaine Dulac. Sonika Beau, dans ce sillage, va avoir l'idée originale d'organiser des séances de club, mais spécifiquement pour le public des enfants. Et ça, pour le coup, c'est très original. Cette idée, alors elle est toujours très pragmatique, Sonika Beau, c'est pas quelqu'un qui est une intellectuelle, et dans ses textes et dans ses entretiens, elle a toujours bien les pieds sur terre, elle explique toujours les choses très simplement. Et elle explique que si elle a eu l'idée de fonder ce Club Cendrillon, c'est tout simplement parce qu'étant elle-même jeune mère de famille, elle ne trouvait pas de salle de cinéma où amener sa fille sans risque et sans avoir déjà vu les programmes au préalable elle-même pour voir s'ils étaient susceptibles d'être vus par une enfant. Donc voilà, c'est comme ça qu'elle explique tout simplement avoir eu l'idée de ce club. En 1934, elle fonde donc le Club Cendrillon, c'est comme ça qu'elle l'intitule, qu'elle va réserver aux enfants de 6 à 12 ans, donc vraiment pour des tout petits. Du fait du très jeune âge des enfants,
les parents sont admis aux séances. C'est toute une réflexion qu'elle va mener sur la forme que doivent prendre ces séances, sur le cadre de ces séances. Et donc, elle en vient à la conclusion que les enfants doivent être admis aux séances, et on verra que ce ne sera pas le cas pour d'autres cercles, notamment parce que les enfants sont peu autonomes à cet âge. Et par ailleurs, les enfants seuls sont aussi admis, et on voit beaucoup dans les textes autour de la diffusion des films au Club Cendrillon que Sony Cabot prend le soin de garantir aux parents que toutes les conditions d'hygiène seront respectées dans les salles. Donc les salles, c'est pas comme aujourd'hui, il n'y a pas l'air conditionné. Donc je parlais tout à l'heure de la promiscuité qu'on peut voir dans les salles de cinéma. L'hygiène, c'est aussi souvent indésiré. Donc dans les textes qu'on trouve, elle nous dit que les salles sont nettoyées, aérées, donc il n'y a pas de microbes qui traînent. Donc les enfants peuvent être amenés en toute sécurité. Et également, toujours pour garantir la sécurité des enfants qui viendraient seuls, on identifie les enfants qui viennent un par un et on sait exactement où ils sont placés dans la salle. Il s'agit donc de spectateurs très jeunes, comme on vient de le voir, et il y a aussi la nécessité d'adapter le programme au degré de maturité des enfants et à leur capacité de concentration qui est forcément limitée à cet âge. Et là, ça va être vraiment le gros pan de la réflexion de Sony Cabot. Et c'est de ce point de vue-là qu'elle va avoir aussi une pensée qui va marquer des générations d'animateurs de ciné-club. Donc avec elle, la programmation de films commence, on peut le dire autrement, à tenir compte des données psychologiques et se montre attentive, donc effectivement, aux travaux de la psychopédagogie qui est alors en plein essor dans ces années-là. C'est sans doute la première fois qu'une réflexion aussi aboutie est mise en œuvre pour organiser des séances jeunesse et pour accueillir du jeune public. Mais Sony Cabot n'envisage jamais son travail de programmatrice comme un travail de censeur, alors qu'on a vu précédemment que c'était quelque chose d'extrêmement récurrent. Sony, pour elle, le but, c'est avant tout de faire naître un amour du cinéma chez ces jeunes spectateurs, tout en misant sur la possibilité d'apporter des connaissances nouvelles grâce à l'usage du cinéma comme document. Donc pour elle, et ce sera le cas, on va dire, c'est quelque chose de très partagé là pour le coup, une séance de cinéma pour enfants, elle doit être éducative, les enfants doivent y apprendre des choses, mais elle doit être aussi récréative, les enfants doivent y trouver du plaisir et s'amuser. Alors la séance, il faut le dire qu'au Club Cendrillon, la séance est assez longue. Elle fait plus de 2 heures, alors qu'on a dit précédemment que la question de concentration des enfants était à prendre en compte. Alors, tout simplement, cette durée n'est pas étonnante pour l'époque, puisque dans ces années-là, la séance de cinéma est très longue en général. Il y a ce qu'on appelle des pré-programmes, puis des films, donc des entr'actes, puis après le grand film. Alors, Sony Cabot se greffe un petit peu sur ce format de la séance longue. Alors, mais l'organisation de la séance elle-même est conçue justement pour correspondre, comme je le disais, à la maturité des enfants et à leur capacité de concentration. Notamment, ce que Sony Cabot nous dit aussi, c'est qu'il faut lutter contre l'attitude, alors là on va dire aussi supposément passive, c'est toujours un argument qu'on retrouve, mais on va garder des précautions. Donc, se méfier de l'attitude supposément passive des enfants et constituer les programmes toujours de manière à réveiller leur attention constamment durant la durée de la séance. Donc, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il faut des programmes variés pour réveiller toujours l'attention des enfants, pour procurer aussi un plaisir nouveau à chaque fois, et donc maintenir l'intérêt des spectateurs sur toute la séance. Alors, je change de diapo, je ne vais pas tout commenter, de toute façon, vous ne voyez rien, probablement. Donc, j'ai essayé dans l'ouvrage de retracer un petit peu, d'identifier les films qui étaient passés au Club Cendrillon. Alors là, ne figurent uniquement que ceux que j'ai effectivement pu identifier, c'est-à-dire pour lesquels il y a aussi un nom de réalisateur et une date. La liste des films diffusés au Club Cendrillon, donc de 34 à 39, puisqu'elle va s'arrêter pendant la guerre, en réalité est beaucoup plus longue. Voilà, là, j'ai mis uniquement les références dont j'étais à peu près certaine. Je n'ai mis ici que les courts-métrages. Précisons qu'elle diffuse aussi des longs-métrages. Mais le court-métrage, c'est quand même plutôt le cœur de la séance. Le long-métrage est plutôt l'exception. Alors, le court-métrage, en effet, est privilégié par Sony Cabot parce qu'il lui permet de moduler parfaitement la séance. Donc, on a des séances de 2 heures qui sont constituées d'une série de courts-métrages organisés selon un ordre bien particulier.
tant que l'enfant est concentré au début de la séance, on va plutôt passer des documentaires qui apprennent, qui permettent une découverte du monde. Et elle dit que les enfants, à cet âge, entre 6 et 12 ans, adorent les films de nature, donc c'est des documentaires sur les plantes, sur les animaux, etc. Puis on peut montrer aussi des comédies, des petits courts-métrages de comédie, des fictions, et puis il y aura également un entracte, et l'entracte est l'occasion donc pour les enfants, donc déjà de se détendre, et de pouvoir commencer à échanger entre eux aussi autour des films. Fin de l'entracte, la séance reprend, donc là on remontre aussi du documentaire, même alternance que précédemment, et en général, la séance se termine par du dessin animé. Le dessin animé, c'est un peu la cerise sur le gâteau, ce qui vient récompenser en quelque sorte les enfants qui ont été attentifs jusqu'au bout. Et enfin, à la toute fin de la séance, donc là, et c'est aussi assez habituel dans les séances de cinéma à l'époque, on a aussi volontiers d'autres attractions que simplement la projection, les enfants sont invités à monter sur la scène du cinéma pour des concours de récitation, ou alors pour les plus grands, on organise des débats aussi avec un micro qui passe. Les enfants sont invités à venir parler au micro plutôt dans ces années-là. Et les enfants donc, qui font ces récitations, donc qui arrivent à vaincre leur timidité, monter sur scène et faire les récitations, ont chaque fois des petites récompenses. Et Sonny Cabot a l'idée très habile de trouver des partenariats, je crois que je l'ai enlevé, oui, parce que je craignais de ne pas avoir le temps, de créer des partenariats notamment avec des journaux pour enfants, qui vont soutenir l'activité du Club Cendrillon. Et on voit effectivement dans le journal de Toto, qui était un journal des années 30, donc les séances du Club Cendrillon sont annoncées, et on nous dit aussi les enfants qui participeront auront des bérets de Toto, ou auront des stylos de Toto, donc il y avait des lots comme ça qui étaient distribués aux enfants. Et donc ça lui assure aussi une belle publicité à elle, au sein de la presse enfantine. Donc très vite, le succès est au rendez-vous très vite. Et donc Sonny Cabot s'impose pour, on va dire, le côté novateur du Club Cendrillon sur tous les plans, les conditions d'accueil, la programmation, mais aussi les animations. Et donc elle a une très belle renommée qu'on peut mesurer simplement en voyant la présence des annonces des séances du Club Cendrillon dans la presse, alors que c'est loin d'être systématique à l'époque. En parallèle du Club Cendrillon, n'oublions pas, même si je n'ai pas pu en parler, que les patronages catholiques et les patronages laïques, en parallèle, continuent également d'organiser des séances pour adultes et ou pour enfants. Parfois les publics sont distincts, parfois ils sont rassemblés. Mais Sonny Cabot bénéficie donc d'une couverture médiatique qui est à peu près sans précédent à l'époque, qui lui permet aussi très largement, au-delà de la séance, de diffuser ses idées sur l'organisation des séances de manière inédite. Elle devient une experte dans ces années-là, la première experte, on peut le dire. Elle a donc une place à part dans notre histoire, et elle sera considérée comme une pionnière, notamment par la génération qui débutera après elle, après la Seconde Guerre mondiale. Il faut en effet attendre l'après-Seconde Guerre mondiale pour voir émerger un projet plus vaste, à plus grande échelle, d'éducation cinématographique de la jeunesse, de ce que l'on appelle à l'époque la formation du goût, et d'initiation au langage des images animées. Alors, il faut, avant d'aller plus loin, donc là mon sous-titre s'intitule « L'État et les associations ». Donc avant d'en venir aux initiatives précises, il convient d'expliquer un petit peu le contexte d'apparition et d'essor des associations qui vont organiser des séances pour la jeunesse après-guerre. Cette période de l'après-Seconde Guerre mondiale est caractérisée par un élan culturel qui est propice à l'éducation populaire, et caractérisé par un soutien des pouvoirs publics, un soutien très fort des pouvoirs publics en faveur de l'accès aux différents domaines de la création, le théâtre, la musique, les arts plastiques et bien sûr le cinéma. Précisons aussi que le cinéma, dans ces années-là, connaît alors une fréquentation record qui n'a rien à voir avec les chiffres aujourd'hui, les bilans annuels que produit le CNC. Et en grande partie, ces chiffres records de la fréquentation des cinémas sont assurés par la jeunesse et notamment les 15-24 ans. Ça, on le sait, puisque dans l'après-guerre naît le Centre national de la cinématographie qui commence à produire les premières données officielles sur la fréquentation des salles. Et on sait donc à partir de là que les 15-24 ans ont effectivement été une part de la population très importante des salles de cinéma, si ce n'est la plus importante.
Donc cette fréquentation très forte des jeunes, alors les 15-24 ans, mais je précise juste que le CNC par contre ne documentait pas pour les classes d'âge en dessous, donc sans doute que les enfants étaient aussi très nombreux, mais on n'a pas de chiffres. Les 15-24 ans, c'est sûr, en dessous on ne sait pas, mais probablement que voilà, les enfants ou jeunes ados étaient aussi, ou grands enfants, selon ce qu'on veut, selon la manière dont on peut le présenter, mais étaient très nombreux. Donc cette fréquentation suscite de nouveau de vives inquiétudes. Les inquiétudes n'ont jamais cessé depuis les années 10, car beaucoup d'adultes estiment encore que l'offre incite à voir des films immoraux, des films violents. Il n'y a qu'à penser par exemple aux films américains de détectives privés, aux films noirs qui arrivent ces années-là sur les écrans, ou aux films français aussi, volontiers grivois dans ces années. Mais cet engouement est également à l'origine du succès rencontré par les ciné-clubs qui soutiennent l'idée que le cinéma est un art. Ça, c'est vraiment leur credo. L'essor de ces clubs est fulgurant, une partie de leur activité étant naturellement dédiée à l'enfance et à la jeunesse. Les ciné-clubs accompagnent le phénomène de reconnaissance du cinéma comme culture. Alors on a vu que c'est un phénomène émergent dans les années 20. La naissance de ce qu'on appelait la culture cinématographique, c'est un phénomène émergent dans les années 20, mais qui prend une ampleur et une importance beaucoup plus grande dans l'après-guerre. Dans ce contexte favorable, le nombre de ciné-clubs va s'accroître rapidement en France. Ce sont quand même des millions d'entrées chaque année. C'est quand même sans commune mesure avec les quelques ciné-clubs aujourd'hui qui persistent et qui perdurent. Donc l'État soutient ces ciné-clubs par des subventions, donc ces ciné-clubs qui sont des associations. Donc l'État les soutient par des subventions qui prolongent sa politique des loisirs amorcée sous le Front populaire. Au départ de leurs activités, les ciné-clubs d'enfants et de jeunes rejoignent les fédérations existantes qui sont des fédérations d'adultes. Dans le prolongement des actions menées à partir des années 20 dans les patronages laïques et catholiques, le paysage continue là aussi de se caractériser par des affiliations idéologiques et politiques très fortes. Alors, je vous ai mis ici, je vais commenter quelques noms. Donc, parmi les principales fédérations de ciné-clubs existantes, toutes ont des sections jeunesse, sections qui sont plus ou moins autonomes des sections adultes. Alors, je peux les lister. Il y a par exemple la Fédération française des ciné-clubs, que j'abrégerai, même si je ne reparlerai pas trop, par FFCC. Alors, j'espère que vous arriverez à suivre, sinon vous me redemanderez. Mais c'est souvent assez long à prononcer intégralement. Donc la FFCC comprend en son sein des communistes ou compagnons de route. Elle est vraiment très ancrée à gauche, voire extrême gauche. Et de la FFCC, cette Fédération française des ciné-clubs, émane en 1951 la FFCCJ, c'est la troisième sur ma liste, Fédération française des ciné-clubs de jeunes. Au départ, il y a simplement une section jeunes au sein de la FFCC, puis il va y avoir autonomisation de la section jeunesse. Et cette FFCCJ, donc la Fédération jeunesse, est présidée par un monsieur qui s'appelle Jean Michel. Jean, c'est son prénom, Michel, son nom de famille. Personnalité capitale du mouvement, comme on va le voir par la suite, parce que je vais assez longuement m'intéresser à lui. Enquête, donc la FFCCJ est l'émanation de la FFCC, puis plus tard elle changera de nom en 1964, je le précise parce qu'elle était assez connue, et c'est ce qui est devenu la Fédération Jean Vigo, qui a créé par la suite une revue de cinéma, qui est la revue Jeune Cinéma, qui existe encore aujourd'hui. Donc il y a aussi parmi les fédérations l'UFOLEIS, Union française des œuvres laïques d'éducation par l'image et le son, qui est affiliée à la Ligue de l'enseignement, dont les activités cinématographiques sont déjà anciennes, elles remontent aux années 20-30. Vous voyez également mentionner en deuxième la FLEC, Fédération Loisirs et Culture Cinématographique, qui elle est une fédération catholique. D'accord ? Voilà, etc., etc. Là, je vous ai listé les plus grandes, les plus importantes, mais il y a d'autres fédérations de ciné-clubs encore en France. Et donc, on voit cette répartition ou confessionnelle ou politique qui est quand même très forte. Donc, malgré leurs différences, les buts de ces fédérations sont convergents et on peut les résumer à partir des statuts de la Fédération française des ciné-clubs de jeunes. Donc, je lis simplement les buts mentionnés sur ces statuts. But, donc, favoriser l'expansion de la culture cinématographique dans la jeunesse en suscitant la création de ciné-clubs de jeunes dans les localités qui en sont dépourvues et en apportant aux ciné-clubs de jeunes
toute l'aide utile à leur bon fonctionnement, coordonner l'activité des clubs et assurer leur liaison avec les pouvoirs publics, donc, qui subventionnent, les organismes professionnels du cinéma et les divers mouvements s'intéressant à la jeunesse. Alors peut-être pour préciser, un ciné-club, comme je l'ai dit, c'est une association qui fonctionne en local avec ses programmateurs et son public, et ces associations se doivent d'adhérer à des fédérations. Les fédérations, c'est la liste que vous avez tout à l'heure. Et donc les fédérations chapeautent et contrôlent aussi l'activité des ciné-clubs. Donc l'accord entre les associations ou les fédérations et le gouvernement, enfin les gouvernements successifs est bilatéral, même si les relations sont parfois complexes. Donc, le réseau associatif relaie l'action éducative et culturelle de l'État, qui, en échange, les soutient financièrement et apporte une aide logistique. Les copies, par exemple, qui sont données et favorisées par le CNC. Les clubs bénéficient donc d'avantages financiers qui les distinguent aussi des salles classiques. Ils ne sont pas soumis au même régime fiscal. C'est normal, ils ne sont pas soumis à la rentabilité non plus. En contrepartie donc, de ces avantages, les clubs doivent obligatoirement se plier à un modèle d'organisation des séances très, très strict qui se fonde sur l'accompagnement obligatoire des films. Une séance de ciné-club, c'est d'abord une présentation du film, c'est la projection évidemment du film, puis obligatoirement à la fin, un débat. D'accord ? Ça, c'est le modèle de toute séance de ciné-club pour pouvoir bénéficier de ce régime fiscal aussi avantageux et donc se démarquer des salles classiques. Et donc la période qui suit la Seconde Guerre mondiale est vraiment considérée comme un âge d'or pour les ciné-clubs, ce que la suite va confirmer. Voilà, donc j'ai un petit peu expliqué ce que sont ces ciné-clubs sur le plan structurel. J'en viens maintenant à une expérience particulière qui est le Club de Valence. Donc ma première sous-partie que j'ai intitulée « Le Club de Valence, modèle d'autogestion ». Parmi les animateurs de club, Jean-Michel, que vous avez ici en photo, donc qui est professeur de lettres au lycée de Valence, et l'un des hommes de notre histoire, va rapidement s'imposer comme un penseur incontournable des séances pour la jeunesse. Donc, c'est lui qui va devenir le fondateur de la Fédération française des ciné-clubs de jeunes, donc œuvrer pour l'autonomisation de cette fédération vis-à-vis de la section adulte. Véritable chef de file du mouvement, ses écrits, il va beaucoup écrire sur ces questions-là, vont rapidement faire référence. Et notamment, il prône, c'est l'une des grandes forces de proposition, c'est qu'il va prôner la prise en charge des clubs par les jeunes eux-mêmes. Dès 1946, Jean-Michel fonde un ciné-club au départ pour enfants dans sa ville. Le succès est immédiat, on a dans les articles qui paraissent, on nous dit que tout de suite, ce sont 750 cartes d'adhérents qui sont vendues avant même la première séance. Le club de Valence fonctionne durant toute l'année scolaire, alors c'est-à-dire pour l'époque, ça commence à la rentrée au mois d'octobre, c'est plus tardif qu'aujourd'hui, voire même début novembre, et ça va jusqu'au mois de juillet. Le critère d'âge est l'une des toutes premières problématiques auxquelles se confronte le club. On voit, c'est vraiment tout ça c'est très expérimental encore. Initialement, le club est ouvert sans distinction aux jeunes, aux enfants et aux jeunes de 6 à 16 ans. Mais très vite, Jean-Michel voit qu'il faut resserrer les activités du club et il va retenir comme public les 9-16 ans. Pourquoi ? Tout simplement, c'est qu'il constate que c'est la part la part du public qui fréquente le plus facilement le club. C'est l'âge des enfants qui fréquentent en nombre le club. Cibler les grands enfants, donc 9-16 ans, et les adolescents, répond de surcroît donc à une ambition éducative, puisqu'il apparaît rapidement évident pour lui que les tâches d'organisation et de gestion doivent être partagées entre les encadrants adultes et les adhérents, c'est-à-dire les jeunes, afin que le club puisse être pleinement considéré comme un club de jeunes. Il insiste sur le mot « de » dans ses textes, il le met en italique. Ça doit vraiment être un club qui appartient aux jeunes, donc qui leur appartient, dans lequel ils se reconnaissent et auquel ils sont attachés. Alors, comment ça se passe ? Rapidement, un principe d'autogestion va être adopté à Valence. Et ça, on voit que c'est quand même très, très novateur pour le coup. Un conseil d'administration constitué de jeunes membres actifs est mis en place. Ce conseil se réunit trimestriellement pour arrêter la programmation,
programmation qui a quand même été travaillée en amont par les adultes. Jean-Michel nous dit tout simplement, c'est que les adultes, évidemment, ont une meilleure connaissance de l'histoire du cinéma et de ce qui sort. Donc là, le rôle des adultes reste nécessairement central. Ce conseil d'administration qui rassemble jeunes et adultes, on y présente aussi les rapports financiers et les rapports d'activité. Cette présence des jeunes dans les instances organisatrices se prolonge aussi pendant les séances, puisque ces jeunes assurent aussi le contrôle des cartes d'adhérents. Au ciné-club, on ne paye pas sa place, mais on devient adhérent de l'association. Les membres du service d'ordre, et on imagine qu'il y en a besoin quand on sait que les salles à l'époque faisaient effectivement 700-800 places. On sait que la salle du ciné-club de Valence dans lequel ils se réunissaient faisait 800 places et elle était souvent pleine. Donc imaginez 800 enfants de 9 à 16 ans, on estime qu'il y avait besoin d'un service d'ordre. Eh bien ce service d'ordre est assuré par les jeunes eux-mêmes qu'on identifie grâce à un brassard qu'ils portent sur le bras, un brassard vert. Et les jeunes prennent également en charge la caisse et la vente des cartes d'adhérents. L'ambition de Jean-Michel est donc de voir la participation des adultes réduite au minimum selon le cadre exigé par la loi pour se couvrir aussi en cas de problème. À plus ou moins long terme, selon lui, les adultes ne devraient plus assumer que les responsabilités civiles et financières. À Valence, la formation n'est donc pas exclusivement cinématographique, elle n'est pas uniquement cinématographique, c'est aussi une formation, et il tient beaucoup à ces termes, une formation humaine et une formation civique. Et Jean-Michel n'hésite pas d'ailleurs à dire que le ciné-club lui doit s'apparenter à ce qu'il appelle une véritable république d'enfants. Donc on voit qu'il y a quand même un projet très utopique derrière tout ça. Au-delà de l'organisation matérielle dont je viens de parler, les jeunes doivent aussi idéalement, mais je ne sais pas si ça c'est tant que ça fait, mais assurer la présentation du film. Ça, c'est évidemment compliqué. Dans le projet éducatif de Jean-Michel, cette présentation devrait excéder la simple fonction d'aide à la compréhension du film. On imagine que présenter un film à des 9-16 ans, il faut déjà expliquer peut-être certains ressorts de l'histoire qui ne seraient pas à même de comprendre seuls et préparer déjà la compréhension à ce qui peut rebuter ou ce qui peut être compliqué dans la présentation d'un film. Mais pour Jean-Michel, ça doit aller au-delà de ça, au-delà simplement d'aider à la compréhension du film. Réponse pragmatique donc, au besoin de livrer certaines clés de compréhension et de lecture aux enfants qui n'ont pas encore développé les mêmes capacités que les adultes. Cette présentation doit aussi contribuer à la formation de celui qui s'y exerce. Alors, je le cite. Donc, voici ce qu'il écrit donc 59, donc très tôt après la fondation du club. Je crois qu'il serait dès maintenant réalisable de mettre au point un système de fiches, mais cela sans idée préconçue et en se référant constamment à l'opinion de ceux qui doivent les utiliser, c'est-à-dire des enfants. Certains trouveront qu'il est prématuré, pour ne pas dire sans intérêt, de faire assurer la présentation par un enfant. Il m'est facile de répondre. Je considère qu'ainsi, je forme mes responsables, c'est-à-dire mes cadres, je leur donne de l'autorité sur leurs camarades, je marque avec plus de netteté le caractère propre du club, j'évite de tomber dans le travers pédagogique. Alors, les fiches, ce sont les fiches qui permettent d'accompagner les films, de présenter. Tout ciné-club conçoit aussi son propre matériel pédagogique. Donc, fermement opposé aux thèses d'une pédagogie défensive, qui serait faire des ciné-clubs pour éloigner les enfants d'un cinéma jugé nocif. Donc, Jean-Michel est fermement opposé à ça. C'est vraiment un amoureux du cinéma, quelqu'un qui veut transmettre aussi cette cinéphilie. Jean-Michel est aussi opposé au principe de séance qui serait purement récréative et qui serait sans ambition du point de vue artistique. Donc la programmation doit obéir à des choix forts, à aussi une certaine exigence. Et la difficulté qu'il y a pour les enfants, c'est donc de parvenir à présenter des films qui ne sont pas forcément tous accessibles pour cet âge. Donc malgré ces difficultés, lui insiste pour que les jeunes fassent ces présentations. Et au-delà de ce travail d'accompagnement du film, ce qu'il nous dit aussi, c'est que ça permet de créer la relève. Le ciné-club va un peu auto-alimenter comme ça en formant ses propres adhérents qui vont eux-mêmes devenir donc membres adhérents, membres actifs, cadres, puis à leur tour animateurs quand ils atteindront l'âge adulte. Donc on voit que là aussi, on a tout un circuit qui se formalise.
Donc c'est vraiment, le ciné-club est vraiment pensé comme un lieu de socialisation, un lieu de formation humaine, un lieu de formation intégrale, pas seulement de formation cinématographique, mais formation de l'individu, tout en précisant, il le précise par ailleurs, évidemment, que l'éducation cinématographique doit quand même rester le cœur de l'activité du ciné-club. Ce n'est pas juste un lieu où on travaille ensemble, mais on travaille au profit de cette transmission du cinéma. Donc l'un n'exclut pas l'autre, formation civique n'exclut pas formation au cinéma. Le but du ciné-club de jeunes devant demeurer pour lui le même que pour un ciné-club d'adultes, c'est-à-dire, et je le cite, ce qu'il appelle l'expansion de la culture cinématographique. Ça peut nous sembler, à ce stade de mon intervention, assez naturel. On verra que d'autres groupements s'opposent farouchement à cette manière de faire. Je vais y revenir. Donc là, on est vraiment dans l'idée qu'on a un club de jeunes qui fonctionne à la même manière qu'un club d'adultes, en confiant énormément de responsabilités à ces jeunes, en les responsabilisant, donc en considérant aussi qu'ils sont matures et qu'ils sont aptes à faire ceci. Et on verra que d'autres groupements s'opposent à cette manière de voir les choses. Alors, avant de venir aux autres groupements et aux oppositions, je vais un petit peu plus loin sur l'expérience de Jean-Michel, qui est vraiment importante. Pour Jean-Michel, et du coup je rebondis un petit peu sur des choses qu'il y avait aussi dans la citation, notamment ce qu'il appelait le travers pédagogique. Si vous vous souvenez, j'évite de tomber dans le travers pédagogique. Je vais rebondir un peu là-dessus. Donc parlons maintenant de la question de la transmission, plus précisément. Donc, pour Jean-Michel, plusieurs écueils en effet guettent l'activité du ciné-club. Et il souhaite y échapper à ces écueils grâce à l'organisation spécifique qu'il met en place. Selon lui, il faut à tout prix éviter que le cinéma, comme il le dit, ne soit que le prolongement de l'école, qu'il apparaisse offert par les adultes. Sinon, les jeunes vont se rebuter. C'est l'offre des adultes pour des enfants. Pour lui, dit, c'est pas une manière de s'y faire. Il faut vraiment que les jeunes s'approprient l'espace du club et qu'ils s'approprient aussi les films qui sont donnés. Et Michel entend donc au contraire, alors je reprends les mots qui sont de lui, réveiller, comme il le dit, les exigences, là aussi le terme est de lui, de l'enfant. Il dit aussi susciter ses appétits. Et donc, dans ce sens, l'imposition d'un programme ou d'une discipline sur le mode scolaire lui apparaissent une formule tout à fait contre-productive. Lieu sanctuarisé, il importe par-dessus tout que les jeunes spectateurs s'approprient l'espace du club. C'est vraiment un lieu à part. On a une république d'enfants, presque une micro-société. Donc il importe que les jeunes s'approprient l'espace du club, mais aussi qu'ils puissent, devant le film, s'exprimer avec naturel et sincérité devant le film et assumer des émotions qu'ils tenteraient de cacher sous le regard des adultes. Et ça, pour le coup, c'est assez différent de ce qui se passe dans les clubs d'adultes ou dans les salles à réessai qu'on peut connaître. C'est pourquoi aussi, contrairement au club Cendrillon qui s'adressait à des tout-petits, je vous rappelle 6-12 ans, là, au club de Valence et dans la plupart des clubs de jeunes qui s'adresseront aux 9-16-17 ans, la présence des adultes est interdite. Il n'y a vraiment que les jeunes de cet âge. Les parents ne peuvent pas y assister. Si un enfant doit être accompagné, il va être accompagné d'un frère, d'un cousin, etc. Donc, si le ciné-club est un lieu sanctuarisé, je le disais, il ne faut par contre surtout pas sacraliser la séance. Le ciné-club de jeunes, tel que Jean-Michel le conçoit, ça ne doit pas grand-chose en ce sens aux pratiques cinéphiliques plus académiques, comme je le disais, des séances adultes. Et notamment dans les séances adultes, il est de bon ton de se taire, de se recueillir devant le film, ce qui n'est pas du tout le cas dans les clubs de jeunes, comme le dit Jean-Michel. Et donc je le cite. Donc il y a de nombreuses citations qui reviennent sur ces éléments-là, mais je vous en cite une toute petite, suffisamment claire. Donc il écrit ceci dès 1947. Il faut que les jeunes puissent crier s'ils en ont envie. Je ne sais pas si ça donne très envie, une salle de 800 enfants, mais bon. Il faut que les jeunes puissent crier s'ils en ont envie, rire autant qu'ils veulent, pleurer quand ils sont émus, communiquer leurs impressions à leurs voisins, demander un rapide renseignement à plus grand, sans crainte de rebuffade. Donc vraiment une libre expression personnelle des idées et des émotions devant le spectacle cinématographique. Et donc cette libre expression des émotions, c'est l'une des conditions sine qua non de cette nouvelle forme de ciné-club très novatrice,
Jean-Michel étant désireux de démythifier donc, non seulement le caractère quasi sacré de l'œuvre cinématographique, l'œuvre dans laquelle on se recueille, qui nous rend transi, mais aussi donc démythifie aussi l'idée que la croyance que le travail d'appréciation et de compréhension d'un film pourrait être réductible à une activité intellectuelle, ce qui est souvent le cas dans les ciné-clubs. C'est un lieu pressenti comme culturel où l'activité du spectateur, donc il doit être actif ce spectateur, et il doit réfléchir, intellectualiser le film. Pour Jean-Michel, on voit qu'il a conscience de s'adresser à un jeune public et que l'émotion doit rester première. Je vous donne, je l'ai mise, une autre courte citation plus tardive de Jean-Michel. Donc cette formation intellectuelle, puisqu'il s'agit quand même bien d'une formation intellectuelle, on est d'accord, n'entraînera pas le dessèchement de la sensibilité. Elle sera inséparable, au contraire, de l'enrichissement de celle-ci. D'accord ? Donc le sensible, la sensibilité, les émotions sont vraiment au cœur du dispositif du ciné-club de jeunes. Donc le travail que le jeune spectateur est amené à effectuer durant cette formation est qualifié par Jean-Michel, et le mot est assez original, de traduction. Le terme donc, revêt pour lui une importance toute particulière. Il désigne l'exercice, sous sa plume, donc cet exercice n'est pas assimilé à un froid décryptage des procédés de mise en scène, des procédés de montage, ce que l'on appelle à l'époque régulièrement la grammaire cinématographique. Ce n'est pas du tout ça qui l'intéresse. Il s'agit bien plus de rendre compte donc, du cheminement personnel du spectateur, d'un cheminement sensible et intellectuel, les deux sont inséparables, donc du spectateur en partant de l'expérience qui a été vécue de façon si forte par le jeune devant le film. Et donc, l'exercice de traduction doit permettre de mettre en mots ce que l'on a ressenti devant le film ou ce que l'on a pensé devant le film. Et si des enfants, il le dit souvent, on rit à un moment qui n'était pas opportun, il prend l'exemple d'enfants qui rient quand un personnage meurt, ce qui peut être un peu déstabilisant, il ne faut pas s'offusquer de ça, mais au moment du débat, on va demander aux jeunes pourquoi ça t'a fait rire. Et là, on va commencer à parler du film et à essayer alors soit de lui dire qu'il n'a pas compris, soit au contraire de comprendre que le film peut être peut-être plus ambigu, ambivalent, et mener une discussion autour des différentes réactions que la scène a pu susciter. Mais toujours partir de cette expérience et donc de la traduction des émotions et de la compréhension immédiate que le spectateur peut avoir. Soit donc le processus inverse d'une autre tendance pédagogique forte dans beaucoup de ciné-clubs qui vise plutôt à extraire les éléments constitutifs du plan, de la scène et de la séquence et à les décrire en décontextualisant, à leur octroyer une signification a priori. Par exemple, dans beaucoup de ciné-clubs, on commençait par apprendre aux jeunes le langage cinématographique, les échelles de plan, les procédés de montage. Et on leur disait, par exemple, quand on utilise une plongée, c'est pour signifier l'écrasement du personnage. Quand on utilise une contre-plongée, c'est pour magnifier un personnage. Et après, on les mettait devant le film, on disait, vous avez revu tel procédé. Donc là, pour Jean-Michel, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il ne faut pas partir de ces codes a priori, qui très souvent sont même erronés, mais plutôt partir de l'expérience et après en venir à l'analyse du langage lui-même. Mais l'analyse du langage ne doit pas précéder l'expérience du film. Ça, pour le coup, c'est vraiment novateur. Et je pense que même quand on enseigne le cinéma, on pourrait toujours en tirer des leçons aujourd'hui. Donc, suivant la méthode de Jean-Michel, dans laquelle l'émotion prime, il n'y a donc, comme je vous disais, pas lieu de s'offusquer des réactions imprévisibles des enfants et tout doit être pris en considération. Donc on voit aussi qu'il s'oppose à ce que beaucoup d'autres clubs faisaient à l'époque, c'est-à-dire qu'il s'oppose à une lecture du film qui serait purement symbolique, purement codifiée. À la suite de l'expérience de Valence, d'autres clubs de jeunes s'organisent donc sur une base commune qui associe donc des gestionnaires adultes et adolescents qui prennent en charge à minima les tâches d'organisation comme on a vu. Alors, je vais passer un petit peu plus vite. Je vois que le temps file. Voilà. Non, je vais passer à celle d'après. Alors, voilà. Donc, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est que voyait-on dans ces ciné-clubs type Fédération française des ciné-clubs de jeunes à la Jean-Michel? Donc, je vais uniquement parler ici de la Fédération française des ciné-clubs de jeunes, tout simplement parce que c'est la seule fédération autonome, donc la seule dont on est sûr que les catalogues ne comprennent que des films qui sont vus par les enfants. Dans les autres fédérations, les catalogues sont communs jeunes et adultes. Donc on a toujours du mal à savoir qui voyait quoi exactement. Au moins à la FFCCJ, on sait que c'était que des catalogues de jeunes, donc là il n'y a pas de doute.
Alors, quand on lit ces catalogues qui sont conservés en archives, on voit que 2 éléments sont importants. Je vous ai mis là des graphiques. Ah bah si, c'était ça qui veut dire que les graphiques n'étaient pas visibles, mais ils le sont. Donc d'une part, si vous lisez donc, les noms, là il s'agit des réalisateurs actifs avant les années 60, donc les plus représentés dans les catalogues de la Fédération française des ciné-clubs de jeunes, entre 55 et 67. Donc 2 éléments sont frappants. D'une part, on constate l'absence de noms de réalisateurs et ou producteurs ayant réalisé des films spécialement pour les enfants. Ça, Jean-Michel avait un profond mépris pour les films dits d'enfants, pour la production spécialisée. Là, on verra dans la deuxième partie que d'autres clubs, là aussi, ont pris le contre-pied de cela. Donc là, on n'a que des réalisateurs qui ont fait des films, on va dire, pour un public mature. Je ne sais pas s'il est adulte ou non, mais en tout cas, voilà, plus âgé. Cela donc, d'autre part, il est frappant de voir figurer aussi, parmi cette liste, et parmi donc, les noms des cinéastes les mieux représentés, des réalisateurs que l'on peut présumer d'un accès aisé pour les adolescents, par exemple les films de John Ford, qui fait beaucoup de westerns à l'époque, donc ça c'est des films que les enfants aiment et qui sont facilement accessibles, mais aussi d'autres cinéastes dont les films développent des préoccupations majoritairement éloignées de ces âges et dont on peut se dire qu'au moins se demander si les enfants étaient très réceptifs aux films qui sont représentés dans ces catalogues. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas la diapositive sur les yeux, les noms de Bergman, de Munch, d'Eisenstein, d'Antonioni par exemple, quand on a 9 à 16 ans. Je ne sais pas du tout comment les enfants accueillaient ceci, mais ce sont donc parmi les cinéastes dont les films sont les plus présents dans les catalogues. Donc voilà. Donc ces choix attestent, donc, comme je le disais tout à l'heure, prouvent cette conception exigeante, très exigeante de la cinéphilie, mais quand même relativement ouverte, qui fait naviguer entre un cinéma d'auteur de type art-essai et des productions issues du système industriel le plus affirmé. On ne rejette pas du tout le cinéma hollywoodien, par exemple. On ne rejette pas non plus certaines formes de cinéma français plus populaire. Vous voyez René Clément, Claude Autant-Lara. Voilà, c'est quand même assez diversifié. L'un des principes de base préconisés dans ces cercles reste en effet ce que l'on appelle la règle de la variété, et je crois que ça demeure encore aujourd'hui, qui doit conduire à diversifier les films pour plaire à tous les spectateurs et satisfaire l'horizon de goût de tous les spectateurs, donc seulement sur la durée de la saison, parce qu'il faut garder ces spectateurs sur toute la saison, mais aussi sur plusieurs années. Donc ils ont tout à fait conscience qu'un ciné-club ne survit que grâce à ses adhérents, et il faut aussi savoir séduire ce public. Alors, en tête des cinéastes les plus représentés se trouve Louise Buñuel, comme vous pouvez le voir, pour les 9-16 ans, je le rappelle encore une fois, quand même, dont, alors, là, vous n'avez pas les chiffres, mais il y a 19 films qui sont présents dans les catalogues. 19 films de Buñuel présentés en catalogue. Donc là, pour le coup, il y a une radicalité assumée, on peut le dire. Alors, je vous donne un exemple, parce qu'on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui les intéresse dans ces films ? Pourquoi montrer du Buñuel aux enfants ou pourquoi d'autres films ? Donc je vous propose 2 exemples de discours portés sur ces films, justement dans le matériel pédagogique qui les accompagne. Donc, à travers les analyses de fond produites dans ce qu'on appelle les fiches filmographiques, dans les documents de présentation, les documents pédagogiques dont se servent ceux qui présentent et dont on se sert aussi pour animer le débat, on comprend donc que les cadres jeunes ou les cadres adultes de la FFCCJ valorisent chez Buñuel le goût de la subversion et de la critique sociale, politique et religieuse qui érige ces films en réflexion sur la nature humaine. Alors, j'ai retrouvé une fiche plus précisément sur un film assez méconnu de Buñuel et probablement pas son meilleur, je le crains. Je l'ai vu et je peux confirmer que c'est pas son meilleur. Donc, une fiche pédagogique consacrée à Robinson Crusoe. Donc, c'est un film mexicain de Buñuel, un film de sa période mexicaine qui date de 1954, sur lesquels les ciné-clubs ont beaucoup écrit. Donc, ça veut dire qu'il a beaucoup circulé, il était beaucoup montré. Et donc ces fiches résument parfaitement les valeurs auxquelles est attachée la fédération et donc ce qui motive aussi l'omniprésence du réalisateur dans ces catalogues. Donc je lis ce que vous avez à l'écran à côté du petit photogramme de Robinson et sa barbe postiche. Les grands, au-delà de l'aventure et du pittoresque, y découvrent une image de l'homme dans sa misère et sa grandeur,
noblesse de Robinson, qui, seul, conquiert et asservit la nature, mais incapacité d'être un homme, sinon avec un autre homme. Toute la partie du film qui concerne Vendredi et Robinson est l'histoire d'une amitié conquise sur l'instinct d'impuissance et la tentation d'humilier. Plus accessible que d'autres œuvres du réalisateur, ce récit d'aventure philosophique réunit plusieurs qualités susceptibles de convenir aux exigences des jeunes comme des animateurs et offre un cadre idéal pour le débat d'après-projection. Une rédactrice, donc là c'était une rédactrice adulte, André Tournès c'était une animatrice adulte, mais une rédactrice jeune du bulletin de liaison des ciné-clubs de jeunes de l'Académie de Toulouse restitue également le contenu thématique du film dans cette publication. Donc je vous en cite juste quelques mots, vous avez la diapositive sous les yeux, mais je extrais juste quelques mots. Donc ce film qui est présenté comme un problème de l'homme accablé par la solitude, un problème religieux et de civilisation, donc attestant par ces mots de l'orientation des débats. Robinson Crusoe donc, circule énormément et paraît faire l'unanimité. Il fait partie des références principales des clubs des années 60, comme l'atteste également ce nouveau tableau qui le mentionne parmi les 35 titres les plus durablement représentés dans les catalogues de la FSCCJ. Donc on voit que la thématique du film, vraiment centrale, avec les valeurs humaines, philosophiques, le refus du racisme aussi, qui était beaucoup commenté. Donc ça, c'est vraiment, ça correspond aux valeurs de la fédération. On est vraiment dans une lecture très axiologique aussi des films. Voilà, donc là vous l'avez ici, et d'autres films au passage, donc voilà, parmi les 35. Alors, je vais revenir sur cette diapo, mais vous n'avez sans doute pas eu le temps de la lire, mais je la réutilise plusieurs fois. Donc de la question des valeurs, la question justement du message et de l'authenticité. Je vais un petit peu plus loin sur ce point. Donc cette même liste de films, les plus durablement présents dans les catalogues, comporte des films qui répondent donc aux exigences culturelles de la fédération, tout en connaissant un beau succès auprès des adhérents, d'où leur présence durable sur 1 voire 2 décennies. Aux côtés de réalisateurs prolifiques qui obtiennent du succès dans les réseaux commerciaux, on voit l'importance aussi d'autres réalisateurs plus rares et qui ont fait moins de films, comme Robert Flaherty, dont Elephant Boy est présent ici, ainsi que Louisiana Story, qui sont des références absolues à l'époque. Ce sont des films qui circulent énormément. Alors pourquoi ? Eh bien, dans ces films, à la place de héros jeunes, auxquels donc, les jeunes spectateurs peuvent s'identifier, le goût pour des aventures qui sont très souvent qualifiées, là le terme est vraiment repris de leur texte, donc des aventures saines, dans un genre qui est qualifié de plutôt documentaire, et on va voir que ça a une importance aussi pour déterminer ce qu'est un bon film de jeunes, c'est un film plutôt documentaire, sont les principales qualités retenues dans les fiches. Donc ces fiches défendent en effet ce qu'ils peuvent appeler un cinéma authentique dans son rapport au monde et dans son rapport à la création. Donc des films qui témoignent du monde en opposition avec l'industrie qui offre des films de fiction, qui déréalise, qui dépaysent, qui offre souvent des rêves inaccessibles, comme dans le cinéma hollywoodien. Et donc le réalisme apparaît vraiment comme un critère, ou ce qu'ils appellent aussi l'aspect documentaire, apparaissent vraiment comme des critères de sélection très fortes. L'authenticité constitue justement la qualité première de The Overlanders en français. Alors, il a surtout circulé sous le titre anglais, mais on le voit parfois en français sous le titre de La route est ouverte, d'Harry Watt, donc film australien, Grande-Bretagne-Australie, qui relate la traversée du continent australien par des fermiers fuyant l'invasion annoncée imminente des Japonais en 1942. Dans toujours une fiche d'accompagnement pour ce film, donc ce récit d'aventure, perçu comme un compromis entre le western et le documentaire, et c'est ce qui va intéresser. Donc ce film est loué pour, je cite, son impression de naturel et de réalité, contre le western hollywoodien, encore une fois, qui est factice. Donc une fiche propose donc de discuter la façon dont le film retourne les codes du western, qu'il reprend, mais pour mieux s'en émanciper. Donc s'y retrouvent les traditionnels ingrédients du western, le voyage, la migration, une tension dramatique omniprésente, mais sans les défauts que comporterait, je mets évidemment au conditionnel, le western. Donc je vous donne un exemple de fiche filmographique sur le film. Donc Jean Claireau, qui est animateur de club, nous dit ceci. Donc il défend le film
en disant « Il s'agit de vrais cow-boys et non du toc ». Donc le toc, c'est Hollywood. L'héroïsme se dégage du métier lui-même du cow-boy et non de son attitude plus ou moins aventureuse de redresseur de tort ou de vengeur. Ce n'est pas l'histoire du super-homme ou du champion, mais celle de l'homme qui fait son métier. La lutte qu'il mène est contre les éléments de la nature et non contre d'autres hommes. On notera l'absence de traître, de lutte contre les indigènes hostiles. Comme tout à l'heure pour Robinson, l'idée qu'on s'oppose aussi à des valeurs qui sont fortement critiquées dans ces cercles, le racisme, aussi le colonialisme, à des périodes là où évidemment ces débats font rage. Alors, j'avais prévu de vous donner un autre exemple, mais je peux passer. La conclusion était la même, pour montrer que, quels que soient les films, on revient un petit peu toujours sur ces mêmes valeurs. Donc voilà pour les exemples de ciné-clubs type Fédération française des ciné-clubs, du point de vue de l'organisation des séances, de l'autonomie des enfants et des jeunes qui est défendue, et des valeurs, là aussi, portées par la programmation. Voilà. Alors, j'en viens, deuxième point, et là on va voir qu'il y a d'autres tendances associatives qui s'opposent très fortement à cette manière de faire, c'est pas du tout unilatéral, ça c'est une tendance de séance pour la jeunesse, on va voir qu'il y en a une autre en parallèle. Donc c'est mon grand 2, un autre paradigme associatif pour un bon cinéma récréatif pour la jeunesse. Donc, parmi les associations qui m'intéresse ici, celle qui est la plus active et donc qui s'oppose au ciné-club, on peut le dire un peu schématiquement comme ça, et celle dont l'action est la plus durable. Donc cette association est certainement ce qui s'appelle le Comité français du cinéma pour la jeunesse. Donc là aussi, je vais être obligée d'abréger, ce sera le CFCJ, un Comité français du cinéma pour la jeunesse, qui est présidée par Marie Layolbeck, dont je pense qu'elle est connue par le CNLJ, parce qu'elle a beaucoup aussi écrit sur la littérature jeunesse. Donc, personnalité... Non. Bon, ce sera pour une prochaine fois. Ça montre qu'il y a encore des choses à découvrir. Donc, Marie Layolbeck, personnalité très active depuis les années 20. Donc, durant cette décennie, durant les années, principalement durant l'après-guerre, les années 50, elle s'est aussi intéressée à la littérature pour la jeunesse, publiant un livre sur le sujet. Et elle avait milité dans les années 30 pour la création de ce qu'elle appelait les maisons de l'enfant, définies selon ses propres mots comme des centres de vie sociale et culturelle pour l'enfance et la jeunesse. Dans les années 30, elle est alors proche des réseaux cinématographiques du Front populaire et elle avait d'ailleurs appelé elle-même à fonder des ciné-clubs qu'elle appelait des ciné-jeunes, qui ont probablement existé en parallèle du ciné-club Cendrillon, mais qui ont une existence beaucoup plus floue et qui n'ont pas rencontré le même succès que le club Cendrillon. Après la guerre, donc un petit peu les petites graines qu'elle avait semées pendant le Front populaire ont germé, et donc après la guerre, ça va être la naissance du CFCJ. Donc Marie Layolbeck, vous l'avez ici au centre, donc elle est déjà très âgée, puisqu'elle était née, je crois, vers 1880, donc là c'est une photo de 48, donc elle est déjà âgée. Donc à côté Charles d'Autricourt, l'autre fondateur du CFCJ, Raoul Dubois, là pour le coup, qui a beaucoup écrit sur la presse jeunesse, Maurice Célérot qui était scénariste, et puis donc Marie Layolbeck et son époux Bernard Lahy. Donc le CFCJ est fondé en 1947, donc il intègre plusieurs proches du réseau que Marie Layolbeck avait commencé à constituer avant-guerre autour des prémices des ciné-jeunes. Alors il n'est pas sur la photo, mais très proche aussi le psychologue Henri Vallon, qui est présent ici, et qui est le président. Donc il y a également Raoul Dubois, qui est instituteur et militant communiste. Ça nous dit aussi l'orientation, là, pour le coup, de ce groupement. Et Raoul Dubois, qui est donc également très actif sur le terrain de la littérature jeunesse, et qui est notamment connu pour son combat contre les illustrés, les comics américains, dans le sillage de la loi de 1949 sur les publications destinées à des jeunesses. Alors, je ne vais pas tout lire, parce que le temps file et j'avais effectivement prévu trop de choses, mais voici mentionné l'article 4 des statuts du CFCJ pour comprendre un petit peu son activité et le sens de son action. Donc, sur le plan théorique, le CFCJ son but est de délimiter les différents domaines du cinéma par catégorie d'âge et de mentalité, et de montrer qu'à chaque étape de la croissance humaine correspondent des thèmes ainsi que des formes d'art et de présentation appropriées.
Donc là, beaucoup plus fortement que dans les ciné-clubs de jeunes, type Jean-Michel, il y a vraiment l'idée qu'il y aurait différentes formes de cinéma qui correspondraient à différents âges. Donc on est vraiment, non pas dans l'idée de dire qu'on va amener les jeunes à devenir matures et on va progressivement les amener vers le club adulte, comme c'était le cas chez Jean-Michel, on les autonomise, voilà, on les fait travailler aussi aux présentations, mais qu'au contraire, on va proposer des films qui correspondent aux différents âges psychologiques. Et donc sur le plan pratique, ça je passe, mais le CFCJ entend notamment valoriser et peut-être défendre auprès des pouvoirs publics la création d'un secteur de cinéma pour la jeunesse qui est inexistant. Il y a quelques films qui sortent, mais il n'y a pas de secteur de cinéma pour la jeunesse. Et puis également, et ça nous intéressera, ils entendent également, comme vous le voyez, susciter donc la production de films adaptés à leur psychologie et à leur goût. Et là, ce sera important parce que le CFCJ va mener tout un travail d'enquête pour réfléchir justement à cette question. Qu'est-ce que ça peut être des films adaptés à la psychologie et au goût des jeunes, d'accord ? Il ne s'agit pas de proposer aux jeunes n'importe quoi, mais vraiment de les étudier en amont pour essayer d'avoir une offre cinématographique la mieux adaptée possible. Alors, j'avance là aussi un petit peu. Au CFCJ, donc, l'accès à des loisirs sains prime, et des loisirs sains et adaptés prime sur l'enjeu d'élévation du goût et la culture cinématographique qui était le propre des ciné-clubs. La connaissance de la psychologie juvénile constitue le critère primordial sur lequel le comité entend développer efficacement son action qu'on peut qualifier aussi d'action de préservation. Tout à l'heure, on a dit que le ciné-club, on était vraiment dans l'idée d'une transmission d'un rapport amoureux au cinéma. Là, on est vraiment dans l'idée aussi qu'il faut protéger la jeunesse des films pour adultes. On est toujours dans cette idée de préservation, dans ce rapport très défensif au cinéma. Et donc, il faudrait proposer aux jeunes, non pas ces films adultes qu'ils ne devraient pas voir normalement, qui sont les principaux films qu'on voit dans les salles, mais vraiment des formes de production spécialisées et adaptées. Et donc, d'où l'importance de la connaissance de la psychologie juvénile. Donc, dès l'origine, le CFCJ prévoit ainsi que le fruit de ces observations servira à l'élaboration d'une production spécialisée. Donc, ces membres, et c'est là-dessus plutôt que je vais insister, ces membres commencent donc à élaborer des méthodes d'observation pour étudier la manière dont les enfants comprennent les films, ce qui est alors totalement inconnu et ce qui, je crois, aujourd'hui n'est pas encore très très connu, ce que les enfants en retiennent des films, dans l'idée que tous ces éléments serviront à la compréhension de ce rapport au cinéma des enfants et des jeunes, pour ensuite passer à l'étape de la production de films. Il faut d'abord comprendre comment les jeunes voient les films avant d'entreprendre une production. Et donc les résultats de ces différentes observations occupent une place assez importante dans la revue de ce comité qui s'appelle Ciné Jeunes, donc du nom des premières associations créées par Marie Lay-Holbeck. Alors, je présente maintenant ce qui constitue, je pense, l'un des points forts des travaux du CFCJ, c'est ce qu'ils ont appelé le banc d'essai. Le banc d'essai qu'on peut définir comme un cadre d'études singulier et un instrument de documentation. Donc, le projet de susciter une production spécialisée implique de tenir compte du degré d'adaptation au public visé. Pour comprendre l'enfant spectateur, les experts du CFCJ se fient d'une part donc à leur connaissance personnelle de la psychologie, et n'oublions pas qu'il y a Henri Vallon qui préside l'association, d'accord ? Donc c'est l'un des principaux spécialistes de la psychologie des jeunes, de la pédopsychiatrie, mais ils vont d'autre part enrichir leur diagnostic grâce à la mise au point, donc on sera à la fin des années 50, d'un dispositif intitulé le banc d'essai, qui se présente comme un dispositif de mesure des réactions du public juvénile et de sa compréhension des films. Ce travail va être fondé donc sur la parole des enfants et il constitue donc certainement la part la plus originale des travaux du CFCJ. Alors du point de vue culturel, on pourrait se dire que le travail du CFCJ peut paraître modeste puisqu'il ne s'agit absolument pas de transmettre la culture cinématographique, de donner accès au patrimoine, de donner accès aux grands films, mais tout simplement il faut montrer des films sains, des films adaptés aux jeunes. On peut se dire, bon,
c'est un peu modeste, ça ne va pas forcément très très loin. Mais en réalité, par ce type de dispositif, on voit que les travaux du CFCJ ont été aussi assez expérimentaux et pour le coup assez novateurs. Donc c'est en ce sens, c'est parce que le CFCJ veut vraiment travailler à la mise en place d'une production spécialisée pour la jeunesse. C'est en ce sens donc qu'il faut comprendre le leitmotiv du CFCJ, qu'on retrouve mentionné un peu sur tous leurs documents de travail, donner aux jeunes un cinéma à leur dimension, et non pas leur apprendre à voir des films d'adultes, comme c'était précédemment le cas. Dans une allocution de 1955, Raoul Dubois explique précisément ce qui oppose le CFCJ aux fédérations de ciné-clubs, notamment aux idées de Jean-Michel qu'on a vues tout à l'heure. Je le cite. « Parmi les querelles que connaissent les amis du cinéma pour la jeunesse, il n'en est pas de plus aiguë que celle opposant les partisans et les adversaires du spectacle pour enfants. Deux attitudes fondamentales s'opposent en effet. Si l'éducateur considère en chaque enfant un personnage possédant ses caractéristiques propres, petit homme et non pas petit homme, il se trouve tout naturellement amené à envisager un cinéma spécial conçu d'après les données psychologiques propres à l'enfance et à l'adolescence. » Donc ça, c'est la tendance CFCJ. Si l'éducateur, au contraire, considère en l'enfant et l'adolescent un individu capable d'accéder au niveau de l'adulte, donc ça, ce serait la tendance Jean-Michel, pour peu que l'occasion lui soit offerte avec intelligence, il reste à étudier seulement les moyens pratiques de réaliser rapidement l'éducation cinématographique de la jeunesse. Donc on voit bien que le but du CFCJ, c'est pas du tout l'éducation cinématographique de la jeunesse comme peuvent le proposer les clubs, mais au contraire de mettre en place ce spectacle pour enfants qui serait précisément adapté aux différents âges de la vie. Et le banc d'essai va contribuer à cela, du moins à titre expérimental. Donc le CFCJ, on le voit bien à travers cette citation, envisage les enfants et les jeunes comme une catégorie à part du public, ayant donc des besoins spécifiques, des moyens propres de compréhension et d'appréciation des films, et non comme des adultes en devenir. Pour ces membres, il faut donc une production spéciale qui ne correspondra pas forcément au goût et aux critères esthétiques du public adulte. Dans cette perspective, les paroles d'enfants et de jeunes adolescents sont donc nombreuses à être rapportées dans la revue du comité qui est la revue Ciné-Jeunes. Il faut cependant attendre la fin des années 50 pour voir publier des enquêtes véritablement approfondies qui répondent à cette ambition de recherche. Et ces travaux sont notamment dus, vous allez le voir, à une personnalité importante du comité qui est Jacqueline Lajeunesse, très très peu connue elle aussi, dont le nom était prédestiné, oui c'est vrai. Donc personnalité absolument incontournable, mais très peu connue malgré tout. Alors, je passe un petit peu plus vite sur Jacqueline Lajeunesse. Disons que quand elle entre à Ciné-Jeunes, elle va travailler beaucoup avec un réalisateur qui travaille aussi au Centre audiovisuel de Saint-Cloud, qui est Raoul Rossi, que vous connaissez peut-être au CNLJ, parce qu'il a notamment réalisé le film « On tue à chaque page » sur les méfaits de la presse jeunesse. Il avait fait un film un peu équivalent sur le cinéma, qui est interdit aux moins de 16 ans, qui expliquait justement qu'on ne devait pas amener les enfants au cinéma, voir n'importe quoi. Ça a été deux films qui ont eu un gros succès, qui étaient coproduits dans le sillage de la Ligue de l'enseignement et qui ont beaucoup circulé dans ces réseaux. Et donc Jacqueline Lajeunesse va commencer ses travaux au CFCJ entourée de Raoul Rossi et ils vont mettre au point une expérience assez originale. Alors de quoi s'agit-il ? Donc dans leur présentation de leurs premiers travaux, les deux auteurs indiquent qu'ils ont mis en place donc une expérience qui comporte deux versants. Premier versant, mené en 1957, a consisté à réaliser un film pour enfants de 25 minutes intitulé « La voile perdue ». Alors, il vient juste d'être retrouvé par le CNC et juste d'être référencé, donc je ne l'ai pas encore vu, mais il sera bientôt visible, donc ça, ce sera très bien. Donc, le premier montage de ce film réalisé par Raoul Rossi, le premier montage effectué, le film est montré à 785 jeunes de 9 à 15 ans, originaires de zones géographiques variées, afin d'obtenir leur réaction. Je ne vous commande pas, vous lisez si vous arrivez à vous concentrer, à écouter en même temps. Donc, seules 3 questions générales sont posées aux jeunes.
afin de ne pas orienter les réponses. Donc on est vraiment sur un questionnaire qui est ouvert, qui n'est pas directif. Donc on demande aux jeunes, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a déplu, et est-ce que tu peux raconter l'histoire? Analysant à travers les réponses de ces 785 jeunes les éléments du film qui posent problème en termes de compréhension du récit ou d'adhésion morale et affective, Jacqueline Lajeunesse et Raoul Rossi indiquent que l'un des buts de leur enquête est de permettre d'effectuer un second montage du film pour l'adapter aux attentes, aux goûts et aux capacités du jeune public. Donc cette expérience, on le voit, donc répond très directement aux propos de Raoul Dubois, consistant à concevoir un cinéma à hauteur d'enfant, c'est-à-dire conçu sur des connaissances et une observation fine et directe du jeune public. Donc ça, c'est l'une des premières expériences assez originales mises au point par Jacqueline Lajeunesse. À la fin de 1960, elle va un petit peu plus loin, donc là c'est assez ponctuel, il n'y aura pas de suite véritablement. À la fin de l'année 60, elle met en place quelque chose qui va être beaucoup plus durable jusqu'aux années 70-80, ce qu'elle appelle le banc d'essai. Donc, l'expression banc d'essai désigne un cadre expérimental pour l'étude du public et des films. En quoi ça consiste? Donc, plusieurs fois par an, donc les petits Parisiens, c'est exclusivement, l'association est basée à Paris, et ça touche exclusivement ces enfants. Donc les petits Parisiens entre 6 et 15-16 ans sont conviés à la projection de films du catalogue du CFCJ. Ils ont leur propre catalogue de films. À l'issue de la séance, donc ces jeunes spectateurs sont amenés à s'exprimer par le biais de questionnaires. Leurs avis doivent aider à analyser leur compréhension, leur réception des films et donc à mesurer l'adaptation des films à leur niveau et à leur goût. Alors, ça je passe. Raoul Dubois prend soin d'insister sur la particularité de l'approche, donc qu'il oppose à l'action des ciné-clubs classiques, réitérant l'idée, je le cite de nouveau, et on voit que l'opposition est forte, il ne cesse d'avoir des déclarations pour dire on est contre, nous on fait les choses autrement, enfin voilà, c'est quand même très fort. Donc il dit, il ne s'agit pas de mettre en évidence le chef-d'œuvre qui assurera la formation cinématographique des jeunes spectateurs, mais de vérifier si les films sélectionnés par quelques adultes de bonne foi rencontrent l'adhésion des jeunes. Donc entrons un peu dans le détail. Donc le questionnaire implique de donner une note au film vu et de justifier cette note en expliquant les raisons qui poussent à l'aimer ou non, quelle séquence a été préférée ou celle qui a déplu le plus. Chaque titre retenu pour le banc d'essai, j'ai peut-être une image du banc d'essai, j'avais oublié de vous la mettre, qui annonce donc la naissance du banc d'essai. Chaque titre retenu pour le banc d'essai donne lieu à quelques questions plus spécifiques sur ce que l'enfant a pensé de tel ou tel personnage, comment il évalue telle situation. Les synthèses sont rédigées par Jacqueline Lajeunesse et peuvent parfois être complétées aussi par des observations effectuées en cours de projection. Ce sont des années où on observe beaucoup le jeune public dans la salle, voire on le photographie, voire on le filme à l'infrarouge. Il y a énormément de dispositifs à l'époque qui sont prévus. Et donc on peut signaler, Jacqueline Lajeunesse mentionne parfois des moments de grande tension ou de rire partagé. Ça on voit parfois quelques remarques qui sont ajoutées. Donc cette documentation qui est constituée par le banc d'essai rompt, on voit bien complètement la documentation qu'utilisaient les ciné-clubs, qui était vraiment uniquement une documentation pédagogique pour décrypter en quelque sorte le film. Dans le banc d'essai d'ailleurs, quand on voit, je vous ai mis un petit extrait ici, donc du banc d'essai concernant une projection autour du Bossu d'André Hunebelle, j'ai oublié le E à Hunebelle, donc en 1959. Donc voici un petit peu à quoi ressemblent les synthèses rédigées par Jacqueline Lajeunesse. Donc dans cette documentation, et c'est pas moi qui ai coupé, dans le banc d'essai, on ne mentionne jamais le générique des films, donc ce qui nous montre bien que la question de la culture cinématographique, c'est pas ce qui les intéresse, ni la distribution, le nom du réalisateur ou l'année. Ça, on dit juste le Bossu, et puis après on a la suite, c'est tout. De telles précisions de nom, d'auteur ou d'acteur, ne sont données que si les enfants y font eux-mêmes référence, en jugeant par exemple la prestation du jeu de Bourvil. Les enfants qui disent Bourvil était super dans le film, ça on va le mentionner, d'accord. Mais on ne va pas présenter le film en mentionnant le casting ou prestation du jeu de Jean Marais. Pour d'autres films, c'est la musique qui attire l'attention. Et là, donc, le banc d'essai va insister davantage sur le rôle de la musique, pourquoi ça a plu, etc.
Donc les seuls critères retenus par le banc d'essai étant ceux qui émanent directement de la parole des jeunes spectateurs. Donc on n'a pas attiré leur attention vers telle ou telle qualité des films, mais on recueille la parole spontanée. Au banc d'essai, la parole est donc entièrement et librement confiée aux enfants, invités à livrer leur avis sur des films que des adultes estiment pouvoir leur plaire et rencontrer leurs préoccupations. Pour le dire autrement, il ne s'agit plus d'aider les jeunes spectateurs à exprimer un jugement critique valide sur les films, mais d'apprendre de leurs réactions et de leurs opinions émises spontanément. Si les buts du CFCJ et le principe du banc d'essai émancipé des questions strictement qualitatives, la question esthétique, la question culturelle ne compte plus. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, si elle pouvait sembler initialement moins ambitieuse que les ciné-clubs, il convient en réalité, je pense, d'opérer un décentrement pour évaluer cette action dont l'originalité consiste précisément à ignorer volontairement l'horizon esthétique auquel on a si souvent résumé le travail du spectateur dans le monde associatif. Et ça me semble tout à fait original. Donc les divergences entre les CFCJ et les clubs reflètent en ce sens les oppositions aussi qui ont cours à l'époque, dans ces années 50-60, entre démocratisation culturelle et animation socio-culturelle qui affleurent donc au début des années 60. Elles démontrent in fine aussi la richesse de cette période de l'après-guerre et des années 60 pour ce qui concerne les réflexions menées sur le jeune public et sur la culture cinématographique. Donc voilà, ça montre que c'est extrêmement riche et très inventif dans cette période. Je vais aussi, pour laisser la place à des questions, avancer ce que j'avais prévu là. Voilà. Une question dans le prolongement de ce que l'on vient de voir là, donc ce rapport à la fois, donc ce rapport un peu de défiance envers le cinéma et cette appréhension de la séance jeunesse ou comme loisir culturel ou au contraire comme séance purement récréative et loisir sain comme le prône le CFCJ. On peut se demander plus tard comment ces mêmes acteurs, ces mêmes éducateurs vont accueillir l'arrivée de la télévision et des programmes télévisuels qui vont poser des problèmes assez comparables. Comment concevoir des programmes pour les jeunes. Donc c'est ce que je vous propose un petit peu en guise de prolongement et pour finir ici. Donc je reviens tout petit peu en arrière pour situer le propos sur l'histoire de la télévision. Donc, dès les années 50, précisons qu'il existe un service des programmes pour la jeunesse, dès ces années-là à l'ORTF, mais il est encore très très peu développé. La télévision elle-même est encore peu présente dans les foyers et le temps de diffusion des programmes est encore très réduit, puisque dans les années 50, les programmes sont diffusés encore uniquement le soir en semaine ou sur des horaires un petit peu plus étendus le week-end. Et les programmes qui dominent, ce sont les dramatiques, les jeux, les dramatiques c'est les fictions, les jeux et les variétés. En 1974, là, il va y avoir vraiment un envol des programmes jeunesse. Donc, en 1974 a lieu la réforme de l'ORTF qui va marquer un tournant. Donc, cette réforme opère une séparation des trois chaînes. Donc, je ne retrouverai pas les noms, mais peu importe. Et donc, elle impose un nouveau cahier des charges qui oblige chacune des trois chaînes à se doter d'un service jeunesse. Et donc, ce cahier des charges précise que les programmes doivent être, je cite, à la fois distractifs et inclure des préoccupations d'éveil et d'initiation. Donc, on voit que c'est peu ou prou exactement ce à quoi réfléchissaient déjà les clubs depuis les années 30 et pour quelques expériences encore plus pionnières, on pourrait remonter avant. Donc les mêmes débats, voilà, on change de média, mais les mêmes débats et les mêmes préoccupations se font jour. Donc l'une des conséquences de cette réforme est donc la prise en considération nouvelle de la jeunesse et les programmes spécialisés connaissent à partir de ce moment-là un net accroissement sur les horaires spécifiques du jeudi, puis du mercredi, jour de congé des enfants, sur les débuts de soirée et le week-end. Donc comme le cinéma avant elle, la télévision suscite un émoi chez bien des éducateurs qui voient dans le nouveau média une machine à décerveler, exactement comme le cinéma avait pu être considéré. Donc durablement ancrées, les thèses sur l'influence nocive de la télévision sont bien connues, je crois. Mais il est plus surprenant de constater qu'il existe en parallèle un accueil favorable
qui est fait à la télévision de service public, n'oublions pas, c'est encore la télévision de service public, dans beaucoup de publications spécialisées. Ciné-Jeunes et le CFCJ, alors qui auparavant, je n'ai pas eu le temps de le préciser, mais dans Ciné-Jeunes, on trouve énormément de critiques contre le cinéma. Ciné-Jeunes a vraiment un rapport d'opposition très forte avec le cinéma. C'est vraiment une action défensive, de protection de la jeunesse. Eh bien, CFCJ, dans ces années 70, consacre plusieurs dossiers à la télévision et présente de façon très, très claire le média comme un nouveau moyen de connaissance et un nouveau moyen de culture qui mérite d'être valorisé pour ses valeurs démocratiques. Donc là, rapport tout à fait autre par rapport au cinéma, qui était un peu vu comme le diable, même dans Ciné-Jeunes. Donc non que les rédacteurs jugent positivement toute la production courante, mais ils refusent toute condamnation de principe et préfèrent promouvoir les bons programmes qui existent, dont certains donnent lieu à des enquêtes, et le banc d'essai se prolonge aussi sur les programmes de la télévision. Autre exemple de cet accueil plutôt favorable, de façon dans le milieu associatif et des éducateurs, je vous donne juste un deuxième exemple. En 1977, les cahiers de l'animation proposent également un numéro spécial intitulé « La télévision et les jeunes », dont l'introduction est signée Geneviève Poujol, donc personnalité importante de l'éducation populaire. Et donc, dans cette introduction, elle dit opter, alors je la cite, délibérément pour des apports positifs. L'autrice, donc n'hésitant pas à ajouter, je la cite de nouveau, que la télévision a maintenant ses lettres de noblesse en matière de programmes pour les jeunes. Voilà. Donc, on a souvent tendance à penser que la télévision a représenté un ennemi pour beaucoup d'éducateurs. Ce qu'on observe en réalité, c'est que beaucoup d'entre eux aussi sont très demandeurs et pensent que la télévision va vraiment être un outil de culture et de démocratisation du savoir important. Héritiers donc des connaissances et des expériences passées en matière de diffusion, donc les services jeunesse de la télévision reconduisent une segmentation fine du public. Et là, on voit qu'ils s'appuient sur les expériences qui ont été menées du côté du cinéma auparavant. Mais cette segmentation des publics va être encore plus fine qu'au cinéma. Durée, forme, contenu et horaire de diffusion constituent autant de paramètres d'ajustement des programmes, je vous en ai mis quelques-uns, d'ajustement des programmes à leurs destinataires privilégiés, même si les pratiques spectatorielles dans l'espace domestique diffèrent inévitablement des modèles promus pour ces âges. Plus encore qu'au cinéma, la consommation des images se fait de manière commune à la fratrie. Dans l'espace de vie partagé du salon ou de la salle à manger, les grands regardent les émissions des petits et inversement. Mais contrairement au cinéma, la télévision a l'avantage de pouvoir moduler facilement la durée de ses programmes et leur forme pour s'adapter au public. Et c'est ce que la télé, dans les années 70, va très facilement faire. Il y aura par exemple beaucoup d'émissions de plateau, vous en avez une ici. Donc ces émissions de plateau font plusieurs heures et elles prennent en compte donc les pratiques différenciées des jeunes en fonction des âges. Les enfants peuvent ainsi regarder ces émissions en intégralité, donc toute l'émission en intégralité, ou partiellement, de manière ciblée selon leur âge et ou leurs intérêts. Une émission comme Les Visiteurs du mercredi, donc qui dure entre 75 et 82, est ainsi subdivisée en rubriques. Il y a le coin des 6-10 ans, les infos pour les plus grands, les animaux, l'actualité musicale, la création de bandes dessinées, etc. Et au passage, on voit que les choix ne sont pas si loin que Sonic Cabot, que la formule mise au point pour Sonic Cabot déjà dans les années 30. Et donc tout cela est ponctué et entrecoupé de films et de dessins animés diffusés chaque semaine à heure fixe pour que les enfants qui veulent uniquement voir la série puissent retrouver ce programme sans difficulté. Donc, si l'arrivée des dessins animés japonais à la fin des années 70 commence à susciter des inquiétudes en raison de la violence de ces programmes, ces critiques ne sont pas tellement le fait des spécialistes des réseaux précédemment étudiés, qui notent plutôt, en tout cas dans un premier temps, les efforts fournis par le service public pour prendre en compte les spécificités du jeune public à travers ces programmes différenciés et adaptés aux différents âges. Une entreprise critique voit même le jour pour évaluer les qualités de ces programmes qui tentent de répondre aux mêmes impératifs que les séances de jeunes en étant tout à la fois éducatifs et récréatifs. Toujours l'idée que le bénéfice doit être double. La créativité de la télévision est même désormais admise par beaucoup de commentateurs et
des nouvelles attentes se font jour. Ça, on le voit notamment dans le numéro des cahiers de l'animation que je vous mentionnais. Il ne suffit plus, par exemple, de proposer une case lecture. On peut se dire, la lecture à la télé, c'est bien, c'est éducatif. Mais précisément, dans ce numéro des cahiers de l'animation, on dit que ça ne suffit plus et que ces émissions sur la littérature, elles doivent aussi être inventives. Elles doivent pas être, ça ne doit pas être rabat-joie, ça ne doit pas être moralisateur, ça ne doit pas être purement didactique. Il faut que ce soit inventif et que la télévision prenne la pleine mesure de ses moyens et qu'elle propose des choses aussi nouvelles. Mais la télévision, par ailleurs, on ne va pas dire que tout cela c'est totalement novateur et d'une pédagogie toujours très très innovante. Il est vrai par ailleurs quand même que la télévision répond aussi à une logique d'offre. Et ce qu'on constate, c'est qu'elle est constamment tiraillée par d'autres impératifs. Ces programmes doivent atteindre un certain consensus pour satisfaire toutes les tendances éducatives et tenter de répondre aux demandes des enfants, aux demandes des parents, aux demandes des éducateurs. Et on voit bien que même le cinéma n'avait pas été confronté à autant finalement d'exigences que la télévision. Donc la télévision, alors ce serait un prolongement, mais ces émissions pour enfants qui n'ont jamais ou quasiment jamais, Géraldine Pouls en avait parlé un petit peu dans un article important, mais ces émissions pour enfants mériteraient elles aussi d'être prises au sérieux pour voir les choix qui sont faits par les gens des services jeunesse de l'époque. Alors j'en viens à une très rapide conclusion. Donc, nous avons retracé ici l'histoire des séances cinématographiques pour la jeunesse au prisme des actions associatives en prenant l'exemple d'organismes qui ont été des lieux privilégiés d'action et de réflexion sur la question des loisirs encadrés. Certaines structures, comme les ciné-clubs de la Fédération française des ciné-clubs de jeunes, ont défendu la valeur culturelle de ces séances, affirmant l'ambition de former le goût cinématographique des jeunes pour en faire des spectateurs avertis et cultivés. D'autres, comme le Comité français du cinéma pour la jeunesse, ont au contraire défendu l'idée d'un cinéma à hauteur d'enfant et la mise en place d'une production spécialement conçue pour ce public et adaptée au développement psychologique des jeunes. Je ne l'ai pas précisé, mais ces enquêtes du CFCJ resteront très expérimentales. On sait très bien que ça ne débouchera pas sur la naissance d'un secteur de production particulier. Donc ces deux positions antagonistes, l'absence de consensus sur les programmes de films comme sur les besoins supposés des jeunes, ont accompagné une diversité de pratiques sans qu'aucun modèle ne parvienne à s'imposer, du moins dans un premier temps. Les ciné-clubs étant proches du modèle scolaire, en ce qu'ils partagent avec lui le principe d'une formation aux grandes œuvres du répertoire, ont néanmoins connu une meilleure fortune quand l'école s'est progressivement ouverte aux activités dirigées dans l'après-1968. Ce modèle sera alors fondateur pour les dispositifs émergents dans les années 80-90, comme école et cinéma, collège au cinéma, lycéens et apprentis au cinéma, etc. Le principe de la séance encadrée comme lieu de formation du goût est tendu à l'ambition de développer l'esprit critique. Devenant dominant, on comprend que les films élus pour être montrés lors de ces séances aient principalement appartenu à la production dite pour adultes. Des films pour adultes, mais accessibles aux jeunes. L'idée de faire des films spécifiquement conçus en fonction de la maturité intellectuelle et affective des jeunes n'est en effet que très ponctuellement parvenue à s'imposer dans le paysage cinématographique français, et il revient à la télévision d'avoir partiellement initié ce secteur de production audiovisuelle pour la jeunesse. Est-ce à dire que l'absence de consensus sur les films convenant à la jeunesse doivent nous amener à conclure qu'il n'a pas existé de film modèle ? Il serait en tout cas hasardeux de s'accorder sur une définition stricte et unique du bon film pour la jeunesse. Je m'en tiendrai donc là, sans proposer de définition précise, ce qui n'est pas une façon de botter en touche, mais de montrer que la question est demeurée insoluble pour les acteurs de notre histoire. Si tous ont été désireux de trouver une formule idéale de film convenant au public jeune, non seulement les dissensions entre les différents groupes ont été fortes à ce sujet, mais à l'interne, les associations elles-mêmes ont été soumises à des désaccords de fond, comme les clubs prônant un cinéma exigeant, mais diffusant aussi bien souvent, et je disais, c'est la nécessité de conserver son public, des films plus aisés d'accès. Donc preuve, pour finir, qu'en matière de goût et d'expertise, le consensus ne saurait exister. Voilà, j'en ai fini là. Vous
venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.